Bonjour à tous. Je vais commencer par commenter l'actualité récente. La Cité de la langue française a finalement été inaugurée par Emmanuel Macron le 30 octobre. Il y a prononcé un long discours dont il est impossible qu'il en soit l'auteur, comme nous allons le voir. Pour mon auditoire, j'en ai sélectionné quelques passages que je vais me permettre de commenter au fur et à mesure. Mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. La France est une œuvre née de volonté, volonté plurielle, contrastée, contraire parfois, bouillonnant dans le grand creuset tricolore. On y lit tous ces tiraillements, ceux d'un peuple à la forge de sa nation. L'unité, donc, c'est important, la langue. Et c'est important parce que chercher ce qui nous divise le plus, les malentendus, ce qui fait que on peut parfois aller jusqu'au pire, monter jusqu'aux plus grandes tensions. C'est quand la langue fait défaut. Lorsque les malentendus naissent et que les quiproquos deviennent des sujets de conflit, et plus encore, lorsqu'on considère que la langue n'est plus l'expression des désaccords et que la violence peut se substituer. La langue est un trésor d'unité, surtout en France, à commencer par la France. Macron s'érige ici en défenseur de la grammaire et de la syntaxe, s'opposant à des tentatives de réforme qui furent pourtant le résultat d'initiatives gouvernementales et qui, dès leur proclamation, furent l'objet de critiques acerbes par l'Académie française. Et oui, en français, le masculin fait le neutre, qui s'applique particulièrement à beaucoup de fonctions professionnelles. C'est ce que l'on appelle une convention, et cela ne rend pas les locuteurs de français misogynes. Lorsque je commence mes vidéos, je salue mon auditoire par un bonjour à tous, et non pas par un bonjour à toutes et à tous, comme le font certains, puisque tous se réfèrent à tout le monde, sans exclure personne, sans faire aucune discrimination. Il n'y a donc aucune raison d'y rajouter quoi que ce soit. C'est du simple bon sens. J'espère que mes amis québécois seront d'accord avec moi, car en Amérique du Nord, ce sont les francophones qui sont les plus sensibles au changement de mode langagière chez les anglo-saxons. L'effacement en anglo-américain des mots Miss et Mrs. pour être remplacés par Ms, qui ne présume rien du statut marital de la femme, en est un bon exemple. En effet, il n'y a pas très longtemps encore, le français faisait la distinction entre les dames, les demoiselles et les messieurs. Et le sexe féminin avait toujours la préséance codifiée par les règles de la galanterie dite française. Macron critique aussi l'écriture dite inclusive, une autre aberration sortie des officines gouvernementales, mais dont l'origine se situe encore et toujours dans les pays anglo-saxons. Dans cette démonstration de bravoure linguistique qu'on lui a dictée, Macron penche donc pour le conservatisme, qui assure l'unité et la continuité du pays dans le temps et l'espace. Car il ne faut pas oublier que les changements survenant dans la syntaxe, la grammaire et le vocabulaire peuvent couper irrémédiablement un peuple de son passé. Dans les années 30, la réforme encore plus radicale apportée par Atatürk au système d'écriture turque, qui passa de l'alphabet arabe à l'alphabet latin, coupa irrémédiablement les Turcs de leur accès aux documents écrits de leur passé, à l'exception des historiens spécialisés. L'autre message de cette section du discours de Macron est l'importance de la langue dans la concorde nationale, en soulignant le fait que l'absence de mots peut entraîner la discorde. On pense aux luttes engendrées par la pauvreté du vocabulaire qui se réduit à des extrêmes,
comme c'est le cas dans beaucoup de banlieues de villes françaises occupées par des populations d'origine immigrée. Quand on dispose de seulement 400 ou 500 mots de vocabulaire, on ne fait plus dans la nuance, mais dans l'extrême, ce qui explique en partie les poussées de violence récurrentes chez ces populations que l'on observe régulièrement dans ces quartiers dits difficiles. Et c'est pourquoi nous continuerons de le faire dans cette bataille qui peut paraître sibylline, complexe, de l'intelligence artificielle. Car se joue là aussi une partie de la création en langue française et de notre français. Nous en parlions tout à l'heure avec Barbara Cassin. L'intelligence artificielle repose sur des algorithmes, mais on ne donne à cette intelligence que la base, en quelque sorte, sur laquelle elle se nourrit. Elle a aujourd'hui un biais formidable. Elle est anglo-saxonne. À juste titre, nous avons raison de défendre le droit d'auteur dans l'intelligence artificielle. Mais il y a ce qu'on appelle les modèles fondationnels, qui sont les modèles d'apprentissage de l'intelligence artificielle, son socle, sa structure d'esprit, si je devais le dire en des termes simples. Si on y laisse les biais culturels cognitifs de la langue anglaise, alors nous sortirons des chemins que l'intelligence artificielle est en train d'inventer. C'est pourquoi nous devons mettre nos œuvres, notre corpus, au cœur de ces modèles dits fondationnels pour pouvoir corriger ces biais. Et puis, travailler aussi sur les intraduisibles qu'il y a, corriger les biais qui continueront d'exister pour que l'intelligence artificielle et les algorithmes qui en procèdent soient la plus interlinguistique, plurilinguistique possible et qu'elles permettent de voyager l'une langue l'autre. Et figurez-vous, ça tombe bien. Cette deuxième section du discours semble indiquer que Macron veut que le français reprenne sa place dans le développement scientifique en prenant l'exemple des recherches en intelligence artificielle qui redeviennent à la mode tous les 30 ou 40 ans. Toutefois, il n'a pas mentionné le problème de la publication scientifique, orale ou écrite, que j'ai abordé dans certaines de mes précédentes vidéos. Une langue existe, s'invente et se réinvente si elle est traduite. Et je n'ai jamais vu le français d'ailleurs comme une langue qui devait résister ou avoir peur des autres langues. C'est une bonne chose de dire que le français doit protéger des faux anglicismes ou convoquer des mots anglais quand il n'en a pas besoin. Mais quand vous parlez à des gens qui ne parlent anglais, refuser de parler leur langue, c'est une absurdité. Donc quand vous parlez à des investisseurs internationaux, oui, il faut mieux dire « choose France », on se fait mieux comprendre. Ici, Macron justifie l'emploi de l'anglais de cuisine utilisé par lui-même dans des circonstances officielles et dans les campagnes lancées par son gouvernement du style « Choose France »,« French Tech Next 40 »,« Health Data Hub », dont j'avais parlé dans ma vidéo numéro 26. Il me rappelle Jacques Lebigre, conseiller du président pour les affaires internationales du groupe Dassault, que j'avais eu l'occasion de rencontrer quand j'étais directeur de l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï. Dassault Systèmes est toujours, je crois, le numéro 1 mondial en matière de conception et de fabrication assistée par ordinateur. Jacques Lebigre me disait que l'essentiel des activités commerciales de Dassault, et en particulier celle de Dassault Systèmes, se déroulait en anglais avec sa clientèle internationale et ne pouvait en aucun cas imposer le français, mais c'est justement cette croyance qui constitue un problème. Il ne s'agit nullement d'imposer le français à qui que ce soit, mais seulement favoriser et privilégier ceux qui ont fait l'effort d'apprendre le français et qui, pour des raisons diverses, veulent valoriser cette connaissance en l'utilisant avec des francophones natifs. Par exemple, à Hanoï, quand je travaillais pour l'AUF, les directeurs, c'est-à-dire l'Agence universitaire de la francophonie, les directeurs de succursales de sociétés françaises implantées au Vietnam spécifiaient dans leurs annonces de recrutement local l'exigence de connaître en tout premier l'anglais, faisant ainsi fi des filières universitaires francophones
ainsi que des écoles spécialisées financées par l'Agence universitaire de la francophonie dans ce pays. Afin de ne pas paraître totalement ridicule aux yeux des Vietnamiens, l'Agence universitaire de la francophonie dut alors créer un département de l'emploi francophone destiné aux lauréats vietnamiens des filières universitaires francophones, ainsi qu'aux employeurs potentiels français, belges, suisses ou québécois recherchant du personnel local. Comme je l'ai souvent expliqué, pour assurer une communication optimale en milieu non francophone, il importe de minimiser les interfaces entre langues différentes. L'emploi de l'anglais par les francophones natifs au Vietnam était absurde dans la mesure où des jeunes diplômés vietnamiens connaissant le français étaient précisément très motivés pour travailler pour des succursales vietnamiennes de sociétés françaises. Alors que les sociétés chinoises recrutaient au Vietnam de jeunes Vietnamiens connaissant en priorité le chinois et que les sociétés états-uniennes faisaient de même pour l'anglais, les employeurs français, avec leur anglais de cuisine, fondaient leur succursale avec un handicap en communication avant même l'ouverture de leur bureau. Une telle dose de sottise mérite d'être dénoncée. Tout observateur des institutions françaises témoigne d'absurdités encore plus énormes dans le cadre de divers événements organisés par le gouvernement français en France où la langue française n'a plus droit de citer. Je vous propose de regarder un segment de la vidéo suivante. What is most spoken in the world today is the Amazon. A Amazônia representa a maior floresta tropical do planeta Terra. The Amazon represents the largest tropical rainforest of the world. Na América do Sul, temos 8 países amazônicos. And South America has 8 countries that are part of the Amazon rainforest. Abrigamos 400... De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un discours prononcé au pied de la Tour Eiffel par le président brésilien Lula au concert pour la planète à Paris en juin 2023. Lors de cet événement, en présence d'un auditoire d'environ 20 000 personnes, le discours adressé au public en portugais par le président Lula fut traduit uniquement en anglais. Aucune traduction en français ne fut proposée pour ce discours en plein cœur de Paris. Incroyable mais vrai. Pour rappel, les déplacements de chefs d'État étrangers en France et les événements culturels internationaux ayant lieu sur le territoire français se font en étroite coordination avec les plus hautes autorités françaises, c'est-à-dire la présidence, le ministère des Affaires étrangères, les ministères de l'Intérieur et de la Culture, etc., qui en connaissent dans les moindres détails les différentes étapes et agissent en fonction des instructions données par l'Élysée. Il est donc difficile, après avoir écouté Macron à Villers-Cotterêts, de lui donner une quelconque crédibilité, d'autant plus qu'il avait annoncé que la culture française n'existe pas. Cette information m'a été communiquée par le CERMF que j'ai mentionné dans mes précédentes vidéos et je vous invite à découvrir d'autres perles du même genre en visitant le site correspondant. Je tiens ici à faire une petite remarque concernant le site internet de l'Élysée, où siège la présidence de la République française. Voici ce que l'on trouvait sur la page d'accueil il y a quelques semaines. Avec cette adresse au français, on voit ici clairement un calque de l'anglais. Adresse a un sens précis en français, qui n'englobe pas tous les sens attribués au mot address en anglais, qui a entre autres le sens de discours politique comme dans le State of the Union Address. On voit donc que l'infection anglo-maniaque a bien gagné l'Élysée et les plus hautes instances de la République française. La deuxième nouvelle est la réaction de 130 personnalités féministes au discours d'inauguration de Villers-Cotterêts qui n'arrivent pas à distinguer une convention concernant les genres dans la langue française d'une attaque présumée contre le beau sexe, dans la réalité inexistante d'une discrimination entre femmes et hommes. Alors qu'il s'agit d'une insignifiance qui ne mériterait même pas d'être mentionnée, la presse à grand tirage se fait un plaisir de relayer les élucubrations des féministes.
Pour bien en souligner l'absurdité, je vous invite à visionner une courte vidéo de la comédienne Catherine Arditi quand elle met en parallèle des mots de la langue française au masculin et au féminin. Elle passe ainsi en revue plusieurs mots du masculin au féminin en croyant nous démontrer que la langue française est sexiste, car leur version au féminin les associe à la prostitution. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas ? Il y a une blague à ce sujet, une vieille blague, mais très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès des rois. Une courtisane, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Une entraîneuse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute. Un homme public, c'est quelqu'un de connu. Une femme publique, c'est une pute. Un professionnel, c'est un homme carré, sérieux. Une professionnelle, une pute. Et vous pouvez continuer longtemps comme ça, avec gagneurs ou péripatéticiens, qui étaient les disciples d'Aristote. Malheureusement, ça marche très bien aussi. Alors, mesdames et surtout vous, messieurs, réveillez-vous. Le vocabulaire, les mots que l'on emploie tous les jours, peuvent se révéler profondément machistes. Il est clair que cette prétendue démonstration n'en est pas une, puisque l'interprétation des mots n'est pas une caractéristique de la langue, mais du sens qu'on veut bien leur donner. On trouve des blagues et des calembours de cet ordre dans toutes les langues, et cela n'a strictement rien à voir avec leur structure et leur morphologie. Je continue avec la troisième nouvelle. Comme on le voit ici, Vladimir Poutine, le 3 novembre, a célébré la langue et la culture russe, à la veille de la fête de l'unité nationale le 4 novembre. Cette fête marque la libération de Moscou le 4 novembre 1612 par le chef local Kouzma Minin et le prince Dimitri Pojarski de l'occupation polonaise. C'est aussi la fin de la période dite du temps des troubles, qui permit par la suite l'accession au trône de la dynastie des Romanov. Il évoqua aussi Alexandre Nevski, qui au XIIIe siècle était allé quérir la Horde d'or pour résister aux attaques des Allemands et des Lituaniens. Je cite ici Poutine. Si la langue, la culture, les traditions et l'histoire d'un peuple est détruite, alors ce peuple commence à disparaître. Certes, les chefs de la Horde de l'Empire mongol, qui ont occupé la Russie jusqu'au XIVe siècle, étaient cruels, mais, à la différence des conquérants venus de l'Ouest, ils ne touchaient pas à l'essentiel, c'est-à-dire notre langue, nos traditions, notre culture. Et le président russe souligna « C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, quand nous affirmons défendre nos valeurs morales, notre histoire, notre langue, notamment en aidant dans cette tâche nos frères et sœurs du Donbass et de Novorossia. C'est la clé des événements actuels. » Il semblerait donc que du côté russe, il y a une nette croissance de la prise de conscience de l'importance de la langue qui sous-tend la culture. Mais elle ne date quand même pas d'hier, dans la mesure où les Russes, depuis fort longtemps, privilégient fortement les russophones dans leur contact avec les étrangers. La quatrième nouvelle concerne l'évolution de l'intérêt des Russes pour les langues étrangères. On voit sur ce document qu'en 2023, les manuels d'allemand ont cédé la place aux manuels de coréen et de chinois, tandis que l'étude du japonais a, quant à lui, dépassé celle du français. Dans le même temps, la demande de manuels en anglais a chuté d'un tiers. Ici, la population suit naturellement les orientations économiques du gouvernement qui réoriente massivement ses échanges vers l'Asie. Alors que la Russie, avant 2022, était encore fortement dépendante de l'Occident pour son approvisionnement dans beaucoup de secteurs, les sanctions occidentales appliquées à la Russie l'ont fait basculer vers d'autres marchés et d'autres débouchés pour lesquels les connaissances en chinois, en coréen et en turc seront désormais plus utiles que celles de l'italien, du français ou de l'anglais. On observe la même chose dans un pays comme la Syrie, bien sûr, où les francophones et les anglophones seront bientôt remplacés par des russophones, puisque le pays a été non seulement sauvé par l'action militaire de la Russie, mais qu'il se trouve aussi sur le tracé des routes de la soie.
La même réorientation des priorités dans l'étude des langues étrangères fut observée au Vietnam après le départ des Français avec l'apprentissage largement prioritaire du russe et la plupart des élites vietnamiennes entre 1954 et 1991 furent effectivement formées en Russie. Je me dois de rappeler ici que le but de mes vidéos, qui est de démolir de manière systématique les affirmations fallacieuses concernant notre langue et de dénoncer les impérialismes linguistiques qui jouent un très grand rôle dans l'attaque dirigée contre les peuples francophones de façon à les mettre sous tutelle, principalement anglo-saxonne. J'ai bien dit les mettre sous tutelle, rien de moins. Dès que cette prise de conscience sera établie, une réaction salutaire pourra alors se déclencher et une défense pourra s'organiser. Il est clair que dans leur folie impérialiste, les États-Unis ont, ces dernières années, scié en grande partie la branche sur laquelle ils étaient assis, avec la proclamation de l'extraterritorialité de leurs lois sous certaines conditions. On sait que, désormais, l'utilisation de la devise états-unienne par n'importe quel pays de la planète place de facto celui-ci sous juridiction américaine dans les transactions ainsi engagées. En réaction à cette ingérence insupportable, le phénomène de dédollarisation a été enclenché, mais ce n'est pas tout. Toute négociation commerciale utilisant comme intermédiaire du matériel américain ou ayant impliqué une communication par l'entremise de serveurs informatiques situés aux États-Unis tombe également sous le coup des lois extraterritoriales états-uniennes. Il est loisible de penser que dans l'avenir, tout contrat rédigé en anglais liant deux entités non anglophones tombera automatiquement sous la juridiction des lois anglo-saxonnes. En fait, c'est déjà partiellement le cas. Depuis l'adoption du protocole de Londres au niveau des brevets européens, les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont décidé que les brevets déposés en langue anglaise, en langue allemande et en langue française seraient applicables sans traduction dans le droit des pays ayant ratifié ce protocole de Londres, alors qu'auparavant, ces brevets devaient être traduits au préalable dans chacune des langues des pays concernés pour que la législation locale sur les brevets soit juridiquement applicable. Ainsi, aujourd'hui, en cas de contestation ou d'exploitation illégale d'un brevet survenant dans un pays utilisant une langue autre que celle dans laquelle le brevet est rédigé, ce pays se voit ou se verra forcé à donner valeur juridique à un texte rédigé dans une langue étrangère. Par voie de conséquence, en cas de litige, cela oblige les tribunaux à engager des avocats et des juges étrangers. Dans la pratique, la plupart des brevets étant rédigés en anglais, ce sont des avocats des grands cabinets américains et de leurs succursales à l'étranger qui sont chargés de ce travail et qui, dans la pratique, font aussi de l'espionnage industriel au bénéfice des grandes firmes américaines. Le temps n'est donc plus trop lointain où la loi américaine s'appliquera de facto aux contrats rédigés en anglais par des sociétés industrielles de pays non anglophones, aussi incroyable et loufoque que cela puisse paraître a priori. Ce que l'on observe derrière toutes ces mesures idiotes, en particulier dans les pays francophones du Nord, c'est l'absence d'appréciation des conséquences à long terme de décisions souvent prises à la légère par des hommes politiques qui sont soit incompétents, soit qui trahissent sciemment les intérêts de ceux qui les ont élus. Je vais maintenant continuer avec la genèse des académies linguistiques. Nous savons qu'il est de bon ton, dans la presse anglo-saxonne, de se moquer de l'existence même de l'Académie française, tout comme la presse canadienne-anglaise se moque de l'existence et du rôle de l'Office québécois de la langue française. Pourtant, ces académies linguistiques ne sont pas des exceptions, puisque Wikipédia ne recense pas moins de 109 académies linguistiques et que toutes les grandes langues sont sous la surveillance de l'une ou plusieurs d'entre elles, sauf pour l'anglais, dont les normes sont implicitement établies par les universités et la presse. Même aussi aux États-Unis, on trouve l'Académie portoricaine de la langue et l'Académie nord-américaine de la langue espagnole. Partout dans le monde, les peuples témoignent d'un intérêt profond pour leur langue,
pour sa qualité, pour les règles auxquelles elle est censée obéir, pour sa diffusion et son emploi. L'histoire fourmille d'exemples d'interventions humaines sur les langues, bien avant que l'on ait placé ces interventions sous l'égide de la politique ou de la planification linguistique. La langue est partout une préoccupation séculaire, elle constitue le pilier des empires et des États-nations. Dans la période qui mena à la Renaissance, l'Espagne fit figure de précurseur. Il est intéressant de déceler les origines de cette mainmise de la technocratie sur le monde des valeurs vernaculaires. La première d'entre elles n'étant autre que la langue elle-même. La Grammatica Castellana fut imprimée à Salamanque le 18 août 1492, soit exactement 15 jours après l'embarquement de Christophe Colomb pour les Amériques. Son auteur est Antonio de la Cala, qui allait prendre peu après le nom de son bourg natal, Nebrija, ou Lebrija, qui présenta son œuvre à Isabelle la catholique en ces termes. Mon illustre reine, chaque fois que je médite sur les témoignages du passé qui ont été conservés par l'écriture, la même conclusion s'impose à moi. Le langage a toujours été le conjoint de l'Empire, et il le demeurera à jamais. Ensemble ils prennent naissance, ensemble ils croissent et fleurissent, et ensemble ils déclinent. Pour comprendre ce que la lengua, le langage, signifiait pour Nebrija, il faut savoir qu'il était un converso, c'est-à-dire un descendant de juifs convertis au catholicisme, qui décida à 19 ans que le latin, du moins dans la péninsule ibérique, s'était corrompu au point qu'on pouvait le dire mort de délaissement. L'Espagne restait ainsi sans langage digne de ce nom. Les langages des écritures, grec, latin et hébreu, étaient clairement autre chose que le parler du peuple. Nebrija alla alors en Italie. Lorsqu'il revint en Espagne, son contemporain Hernán Núñez écrivit qu'il était comme Orphée ramenant Eurydice des enfers. Pendant les 20 années qui suivirent, Nebrija se voua à la renaissance de la grammaire et de la rhétorique classique. Le premier véritable livre imprimé à Salamanque est la grammaire de Nebrija. Nebrija passa alors à la démonstration. Jusqu'aujourd'hui, cette langue nôtre est restée vagabonde, indisciplinée, et c'est pourquoi rien qu'en quelques siècles, elle a changé beaucoup. Si nous devions comparer ce que nous parlons aujourd'hui avec la langue parlée d'il y a 500 ans, nous constaterions une différence et une diversité qui ne pourraient être plus grandes s'il s'agissait de deux langues étrangères l'une à l'autre. Nebrija décrit l'évolution et l'élargissement au fil du temps des langues vernaculaires, de la lingua vulgar. Ce langage qu'il évoque, c'est le parler spontané de la Castille, différent de celui de l'Aragon et de la Navarre, région où l'introduction récente du castillan était due aux soldats, mais également différent du vieux castillan, dans lequel les moines et les juifs d'Alphonse avaient traduit les classiques grecs à partir de leur version arabe. Au XVe siècle, les gens sentaient et vivaient leur langue autrement que de notre temps. L'étude de Menéndez Pidal sur la langue de Colomb nous aide à comprendre ce fait. Christophe Colomb, marchand d'étoffes de Gênes, parla tout d'abord le génois, un dialecte non encore fixé aujourd'hui. Il apprit à rédiger ses lettres commerciales en latin, mais un latin assez barbare. Au Portugal, où l'avait jeté un naufrage, il épousa une Portugaise et oublia plus ou moins son italien. Il parlait le portugais, mais ne sut jamais l'écrire. Durant les 9 ans qu'il passa à Lisbonne, il s'exprima par écrit en espagnol. Mais il n'employa jamais sa brillante intelligence à bien apprendre l'espagnol, qu'il écrivait toujours dans un style hybride fortement teinté de portugais. Son espagnol n'est pas du castillan, mais il abonde en mots simples recueillis dans toute la péninsule. En dépit de certaines monstruosités syntaxiques, il manie cette langue de façon vivante, expressive et précise. Ainsi, Colomb écrivait en 2 langues qu'il ne parlait pas et en parlait plusieurs autres. Il ne semble pas que cela pût constituer un problème pour ses contemporains,
Mais il est vrai aussi qu'aux yeux de Nebrija, il ne s'agissait pas là de langue. Au parler développé en commun, il lui fallait substituer la langue dispensée par la couronne. Nebrija ne chercha pas à enseigner la grammaire pour que les gens apprennent à lire, ce qu'il implore Isabelle de lui donner, c'est le pouvoir et l'autorité de juguler la dissémination anarchique de la langue par l'emploi de sa grammaire. Présentement, ils gaspillent leurs loisirs sur des romans et des contes pleins de mensonges. J'ai donc décidé que mon plus urgent devoir était de transformer, reducir, le parler castillan en un instrument, artificiaux, de telle sorte que tout ce qui s'écrira désormais dans cette langue puisse être d'une seule et même teneur. Nebrija énonce franchement ce qu'il veut faire et donne même les grandes lignes de son incroyable projet. Il transforme délibérément le conjoint de l'Empire en son esclave. Le premier spécialiste moderne du langage conseille à la couronne de faire du parler un outil de l'État et de ses visées. Nebrija voit dans sa grammaire un pilier de l'État-nation. Le nouvel État prend aux gens les mots dont ils subsistent et les transforme en une langue normalisée qu'ils seront dorénavant obligés d'employer, chacun au niveau d'instruction qui lui a été institutionnellement attribué. Désormais, les gens devront s'en remettre à un langage qu'ils reçoivent d'en haut et non plus développer une langue en commun. Ce passage du vernaculaire à une langue maternelle officiellement enseignée est peut-être l'événement le plus important et pourtant le moins étudié dans l'avènement d'une société dépendante de biens marchands. Le passage radical du vernaculaire à la langue enseignée présage le passage du sein au biberon, de la subsistance à l'assistance, de la production pour l'usage à la production pour le marché. Des espérances divisées entre l'Église et l'État à un monde où l'Église est marginale, la religion privatisée et où l'État assume les fonctions maternelles auparavant revendiquées uniquement par l'Église. Précédemment, il n'y avait pas de salut hors de l'Église. À présent, il n'y aura ni lecture, ni écriture, ni même, si possible, de parler hors de la sphère de l'enseignement. Les gens devaient renaître dans le sein de la souveraine et être nourris à sa mamelle. Voici qu'émerge pour la première fois le citoyen de l'État moderne et sa langue fournie par l'État. Il ne semble pas, cependant, que l'un et l'autre soient sans précédent dans l'histoire. Le besoin d'avoir au moins une forme normalisée de la langue s'est très vite fait sentir. Bien avant que Richelieu ne créât l'Académie française ou que Nebrija ne travaillât sur sa grammaire, de nombreux chefs d'État avaient déjà interféré dans l'évolution de la langue. Au 7e siècle, Chilpéric, par exemple, qui était l'un des petits-fils de Clovis et qui était aussi roi de Neustrie, s'est intéressé aux problèmes linguistiques, ce qui le conduisit à réformer l'orthographe, plus particulièrement. Il décida que certains sons devraient désormais être transcrits par certaines lettres grecques. Les spécialistes estiment que sa réforme était des mieux conçues et des plus pratiques. Elle ne s'appliquait qu'à la langue vulgaire, au roman qui devait devenir le français. Dans ce temps-là, les lois étaient appliquées, l'enseignement dut se conformer à l'écriture nouvelle. Les parchemins furent grattés à la pierre ponce et rectifiés. Enfin, Chilpéric prévint que ceux qui n'obéiraient pas à ces directives auraient les yeux crevés. Évidemment, cela n'encourageait guère les gens à écrire. On peut être un assassin et s'intéresser à l'orthographe. Cela a été le cas de Staline. Et dans la hiérarchie des assassins, Chilpéric, à côté de lui, fait figure d'amateur. On voit donc le mécanisme imaginé par Nebrija. On prend l'idiome du peuple tel qu'il est et on le normalise par une grammaire, par des règles syntaxiques et par une lexicographie figée pour un temps. Le tout étant sujet à des réformes visant à simplifier ou à permettre à la langue une expressivité accrue. La langue devient une préoccupation sérieuse dès qu'elle devient le véhicule de la pensée savante et qu'on veut lui faire jouer le rôle de vecteur d'unification.
En France, la monarchie crée l'Académie française, mais à quelques centaines de kilomètres de Paris, on se moquait bien des règles qu'elle édictait. Les affaires de l'État et même les guerres, qui sont faites essentiellement par des mercenaires de toute nation et qui forment une collection bariolée de toutes les langues ouest-européennes, n'affectent pas forcément les populations éloignées. Par contre, la Révolution de 1789, puis l'Empire, feront massivement appel au sentiment national et exigeront une cohésion du pays telle que l'on n'en avait jamais encore vu. Votée le 28 prairial de l'an 11, la loi stipule que dans une république une et indivisible, la langue doit être une. L'essor des langues vernaculaires, qui seront tour à tour normalisées, aura un formidable impact sur le développement de la société occidentale. Les langues normalisées constitueront une force fantastique car elles serviront simultanément tous les types de production intellectuelle qui bénéficieront et s'amplifieront automatiquement les unes des autres. Le prodigieux essor de la pensée occidentale à la Renaissance est probablement directement tributaire de la diffusion des langues à la fois suffisamment normalisées pour qu'elles puissent être portables et suffisamment vernaculaires pour que les gens puissent véritablement l'utiliser comme outil de création. À l'inverse, quand la langue est attaquée et qu'elle décline, c'est toute la société qui décline, et cela sous tous les plans, comme on le voit aujourd'hui, principalement dans les sociétés occidentales. Avant de conclure, je voudrais quand même faire quelques remarques sur l'évolution naturelle du sens des mots. Les contextes se modifiant en fonction des époques, le sens des mots est glissant. On le voit particulièrement bien en anglais, où les mots français introduits en anglais après la conquête normande ont, au cours des siècles, changé de sens par rapport à leurs ancêtres français. En français, cela paraît moins évident pour les mots français, mais les sens se modifient aussi avec le temps. Les historiens peuvent faire preuve de malhonnêteté par rapport à ce phénomène. C'est ainsi qu'après la Révolution française, les historiens inféodés aux principes républicains et donc soucieux de discréditer l'Ancien Régime, iront jusqu'à appliquer le sens moderne de certains mots à leur forme ancienne. Dans son livre Historiquement correct, Jean Sévillia cite plusieurs exemples de ce type de distorsion. Dans son chapitre consacré au cathare et à l'Inquisition médiévale, il revient en particulier sur le terme « extermination », qui était souvent utilisé par les chroniqueurs de l'époque et dont le sens était alors beaucoup plus proche de son origine latine « exterminis », qui signifie « mettre hors des frontières ». De la même manière, le pouvoir républicain va, dès son avènement, s'efforcer de décrédibiliser l'Ancien Régime en se servant du même stratagème concernant le pouvoir prétendument absolu. Or, au XVIIe siècle, le mot « absolu » n'était nullement péjoratif. Là encore, son sens était beaucoup plus proche de l'adjectif latin « absolutus » qui lui a donné naissance et qui signifiait alors « achevé » ou « parfait ». La monarchie absolue, ce n'était pas la monarchie sans limite, c'était la monarchie sans lien, c'est-à-dire un système où la souveraineté politique se concentre dans un homme qui est une incarnation de l'État et qui réunit le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Depuis Charles VII, les lettres patentes des Capétiens s'achevaient par l'expression « car tel est notre plaisir ». Or, là encore, le mot « plaisir », issu du verbe latin « placere », traduisait à l'époque non un caprice, mais une volonté réfléchie, une décision délibérée. De plus, les actes royaux et les lois ne pouvaient être appliqués que s'ils avaient été enregistrés et publiés. En cas de désaccord, les cours de justice chargés de cette tâche pouvaient s'y opposer, constituant ainsi un garde-fou supplémentaire contre l'arbitraire. Même remarque pour l'emmurement, qui est un mot de l'Inquisition médiévale et qui n'avait à l'époque pas du tout le sens actuel. Un emmuré n'était pas coulé dans du béton, mais c'était tout simplement un prisonnier. Idem avec le mot « tolérance »,
qui n'apparaît nulle part dans l'édit de Nantes du 13 avril 1598 et qui était synonyme à l'époque de supporter ou endurer. Tolérance ne désignait pas un idéal, mais un pis-aller, et l'édit de Nantes accordait seulement un droit temporaire révocable et constituait un simple compromis politique. Un autre trucage de taille se cache derrière le mot « croisade ». Là, il ne s'agit pas d'une signification évoluant avec le temps, mais tout simplement d'une création de toutes pièces par les historiens au début du XVIe siècle. Au temps des croisades, les croisés s'appellent tout simplement des pèlerins, voulant libérer le Saint-Sépulcre. Les auteurs qui inventent et font usage de ce mot au début du XVIe siècle évoquent un passé bien révolu, appliqué à décrire et à interpréter, à donner une couleur particulière à ces mouvements de masse, ces pèlerinages de foule populaire encadrés par des forces armées qui voulaient assurer le libre accès au lieu saint de Jérusalem. Cela conclut cette introduction à la manipulation par les mots. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la et partagez-la avec vos amis et collègues de travail. Avant toute chose, nous devons gagner la bataille des idées auprès des gens éveillés qui devront ensuite convaincre ceux qui décident pour eux qu'ils agissent globalement contre leurs intérêts directs. Dans le but de nous asservir, des intérêts puissants ont pris pour cible notre langue afin de la dénaturer dans un premier temps et de la détruire comme ciment des sociétés francophones. Il faut prendre conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones occidentaux sont sous occupation mentale et qu'il leur est difficile de se dépêtrer du carcan imposé par des institutions qui ont été créées par des acteurs extérieurs aux nations concernées. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos critiques auxquels nous serons heureux de répondre. Bonne fin de journée à tous.